Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur les intelligences. Alors il n'y a pas une forme d'intelligence, il y en a plusieurs bien sûr, et chaque espèce a ses particularités propres et des endroits dans lesquels elle est excellente, elle excelle. Alors je vais vous parler un peu des singes particulièrement et des chimpanzés et des orang-outans et des domaines dans lesquels ils nous surpassent et les causes pour lesquelles ils nous surpassent, car chaque espèce est adaptée à un milieu qui lui est propre et développe du coup son intelligence ou ses capacités physiques en fonction de ce milieu. C'est une base générale. Donc je vais vous parler un peu de l'intelligence des chimpanzés. Alors il y a une vidéo qui traîne sur la toile, une vidéo très intéressante qui a été réalisée dans un laboratoire japonais où on voit des chimpanzés qui ont mémorisé la suite des chiffres donc de 1 à 9, donc ils connaissent les chiffres de 1 à 9, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais on leur apprend à taper ces chiffres dans l'ordre croissant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en échange, ils ont une cacahuète ou une banane. Donc, ils ont des repères visuels, ils savent différencier ces chiffres sans en connaître le concept, la valeur symbolique bien sûr, mais ils savent, ils connaissent. Donc, ces chimpanzés, on leur fait faire un test qui est fabuleux parce que c'est un test de rapidité, ils appellent ça la mémoire immédiate, c'est-à-dire qu'il y a un écran d'ordinateur, c'est au Japon que ça se passe, dans un laboratoire, je le redis, et alors ces singes, ces chimpanzés, on leur a fait apparaître la suite des chiffres sur un écran d'ordinateur, une fraction de seconde, et à ce moment-là, ça s'éteint, et il reste juste les carrés à la place des chiffres, et ils sont capables de retaper la suite des chiffres très rapidement, c'est-à-dire qu'ils sont capables de visualiser surtout très rapidement et de percevoir leur espace visuel très rapidement sans avoir à faire forcément de balayage. Donc leur cerveau intègre d'un seul coup toutes les données qu'il y a en face d'eux. Bien sûr, ils ne vont pas conserver ces données qui sont des données qui seraient trop lourdes à gérer et à stocker, mais dans la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire immédiate, qui est une mémoire qui est utilisée tout de suite et trier, dégager rapidement, parce qu'elle s'accumulerait dans le cerveau si elle n'est pas utile pour la survie, bien sûr, mais cette mémoire immédiate est phénoménale chez les chimpanzés. Donc, il suffit aux chimpanzés de 65 pour les meilleurs, 65 centièmes de seconde pour mémoriser, c'est-à-dire même pas une seconde, pour mémoriser une suite de 9 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 65, moins d'une seconde, et sur l'écran ils sont capables de retaper 1, 2, 3, 4, dans un ordre aléatoire, donc les chiffres apparaissent, ils disparaissent, il y a des carrés blancs à la place, qui sont placés d'une façon aléatoire dans lesquels il y avait des chiffres, et à ce moment-là, le chimpanzé, même s'il l'a vu une fraction de seconde, il a mémorisé cette suite sans prendre les concepts bien sûr, mais cette suite de chiffres qu'il connaît, et il a retapé dans l'espace ces chiffres. Alors c'est très étonnant, les humains sont incapables de faire ça parce qu'ils ont du mal à mémoriser une suite de chiffres comme ça très rapidement, il leur faut un certain temps pour le mémoriser dans l'espace, et on voit la supériorité du chimpanzé sur l'homme. Alors cette supériorité, elle est à plusieurs niveaux, elle est intellectuelle bien sûr, ils ont une capacité de stockage très rapide des données, mais qu'ils éjectent, ils appellent ça de la mémoire immédiate, ils ont une capacité à percevoir l'espace très rapidement. Pour quelle raison? Tout simplement parce que quand ils se déplacent dans les arbres de branche en branche, quand ils sautent d'une branche en branche, ils ont intérêt à percevoir toutes les branches d'un coup, à les percevoir, à les analyser visuellement pour pouvoir se rattraper à la branche sans forcément avoir à bouger la tête ou à faire un balayage des yeux permanent. Donc le cerveau a analysé tout d'un coup, mais pour ça il faut aussi que l'œil, donc la rétine, soit adaptée à une perception de l'espace relativement détaillée. C'est-à-dire que nous, les humains, nous avons une rétine qui n'est pas du tout conçue comme celle des chimpanzés, mais alors que les chimpanzés, eux, ont une rétine qui est différente. La rétine de l'homme a une fovea centrale plus marquée, c'est-à-dire une zone centrale extrêmement précise, extrêmement sensible, capable de
de visualiser le plus fin détail, alors détail dans la finesse du détail, mais aussi dans la finesse des couleurs, alors que le chimpanzé a une fovea qui est donc la partie centrale de l'œil qui est moins puissante. Par contre, le tour, le tour est beaucoup plus sensible et est capable de percevoir des détails, alors que nous, notre vision périphérique est beaucoup moins bonne. Nous avons une vision périphérique, bien sûr, mais beaucoup moins précise, ce qui fait que les singes qu'on peut voir dans les zoos, souvent, ne vous regardent pas, ils sont comme ça de travers, ils ne vous regardent pas, on dit qu'ils sont autistes, et pas du tout. C'est parce que leur rétine est beaucoup plus sensible, et ils n'ont pas besoin de vous fixer, de faire du balayage, pour savoir que vous êtes là, que vous avez un pull rouge, et que, par exemple, vous avez un grand nez. Ils ne vont pas percevoir tous les détails, mais ils en percevront plus que vous. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se déplacer dans les arbres, ne pas tomber, et choper la branche, parce que la première cause de mortalité pour les singes, pour les êtres qui se déplacent dans les branches, c'est la chute, et quand on est assez lourd, on se fracasse sous son propre poids quand on tombe d'une certaine hauteur. Donc autant avoir une très bonne mémoire à court terme, mémoire spatiale très rapide, percevoir l'espace très très bien grâce à cette rétine très très bien fournie en vision périphérique, et vision interne qui est pas mal aussi, mais moins bonne que celle de l'homme. Donc ça lui permet d'avoir une très bonne vision et en même temps une capacité de stockage très rapide des données, d'analyse de ces données. Alors il ne va pas conserver cette mémoire, il ne va pas stocker cette mémoire comme les hommes sont capables de stocker beaucoup d'informations. Le singe a une petite capacité de stockage dans la zone frontale, frontale et pariétale, donc il ne va pas avoir de cette zone extrêmement développée, parce que chez l'homme c'est ici qu'on va accumuler de la mémoire, comme c'est un ordinateur, un disque dur. Le singe, il aura un plus petit disque dur, mais peut-être une mémoire vive plus importante, surtout pour la perception de l'espace. Parce que je fais des analogies avec l'ordinateur. Donc vous voyez un peu comment fonctionne le singe, les chimpanzés. Donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement efficaces, alors que l'homme, donc il a une rétine qui n'est pas la même que celle de l'homme, et donc une perception périphérique plus importante, une très très bonne mémorisation de l'instant, oui bien sûr des quelques secondes qui viennent pour éviter l'accident, et cette mémoire va progressivement s'effacer car il n'a pas intérêt à la conserver, et d'abord il ne peut pas la stocker puisqu'il n'a pas le verbe, et que l'homme a la chance de pouvoir stocker une mémoire énorme par la compression de données sensorielles en son, donc juste en son qui correspondent, sûrement il y a une mémoire tampon derrière encore, qui correspondent ces sons à des données sensorielles correspondant à des mémoires tactiles, olfactives, visuelles, sensitives en général, à tout niveau. Donc voilà pourquoi nos amis chimpanzés sont beaucoup plus performants dans certains tests, comme quoi l'intelligence peut être à plusieurs niveaux, et les animaux peuvent nous dépasser dans certains domaines. Voilà. Alors, dernier truc sur l'homme, l'homme a changé justement, elle n'a plus cette vision, car l'homme était arboricole à la base, c'était un être qui se déplaçait dans les arbres, vu sa morphologie scapulaire, sa morphologie des bras, des mains. On voit qu'on a des mains qui étaient adaptées à grimper, bien sûr, elles ont changé un peu. On avait aussi des membres qui étaient adaptés à faire des mouvements de circonduction dans tous les sens pour accrocher des branches. Mais évidemment, maintenant, on a du mal à lever trop les bras en l'air, d'où les pathologies en musculation, bien sûr, sur le développé nuque, tous les musculeux qui me suivent connaissent. Donc, parce qu'on a maintenant, on se balade les bras le long du corps, donc on a un acromion couvrant. Donc, voilà, on a changé. Mais à la base, on était dans les arbres et on devait avoir une rétine et un cerveau un peu proche de celui du chimpanzé dans la perception de l'espace et la perception de l'instant beaucoup plus puissant. Donc voilà, ça c'était l'homme. Mais en allant en savane, en perdant notre capacité à être des êtres arboricoles, on est devenus des êtres poussés bien sûr par les obligations sûrement d'une pression sélective, d'un changement de milieu obligé, que ce soit par un changement climatique ou des pressions entre groupes. Bien sûr, ça a dû être un ensemble, comme tout, c'est un ensemble de choses. Nous avons été poussés en savane, et là, notre perception du monde a changé. Bipède, nous nous déplacions dans un espace qui n'était pas un espace tridimensionnel, je veux dire, on ne se déplaçait pas en hauteur, et devant, derrière, on descend sur la Terre, et là on se déplace, on va juste dans une dimension, la dimension spatiale, devant, derrière, sur le côté, mais on ne va plus en hauteur, on perd une
dimension dans le déplacement, et donc en plus c'est moins dangereux, on ne risque pas de tomber, donc on n'a pas besoin d'analyser si vite l'espace, on n'a pas besoin d'analyser si vite l'espace, car on ne se déplace plus dans les arbres, on ne risque plus de tomber. Par contre, d'autres dangers viennent, ce sont les prédateurs à observer, à scruter de loin, à anticiper la venue du prédateur, et aussi à aller chercher au loin et à balayer l'horizon avec notre petite fovea extrêmement précise pour voir par exemple des vols de vautours qui pourraient indiquer une charogne à venir, quand des prédateurs ou des petits prédateurs l'ont chassé. Donc on est devenu des charognards ou des prédateurs opportunistes, en se déplaçant dans cette savane, on est devenu plus omnivore, un peu plus carnivore, et on se déplaçait sur de grandes surfaces, de grandes distances, et là, nos yeux, nos balayages nous permettaient de voir à l'horizon, et on n'avait plus à avoir cette capacité de perception de l'instant. La nourriture qu'on allait chercher, c'était dans et le danger qui venait, il venait toujours du futur, donc au loin. Donc on était obligé d'observer au loin, de balayer en permanence avec nos petits yeux. Donc on a perdu cette vision périphérique, on a perdu ce traitement instantané d'une grande surface. On regardait surtout l'horizon et on scrutait l'horizon. Ben oui, l'horizon, plus c'est loin, plus c'est petit. Vous connaissez les lois de la physique, plus un objet s'éloigne, plus il devient petit. Donc on est fait pour observer des petites choses au loin. Et ces petites choses au loin sont soit un danger, soit une nourriture à venir. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a une fovea et qu'on fait une fixation, une hyperfocalisation là-dessus. On balaye, balaye du regard, l'homme balaye, le singe balaye beaucoup moins. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont autistes, ce qui est faux, ils vous perçoivent latéralement. Donc ce que les chercheurs sont incapables de vous dire, car souvent ils ne sont pas pluridisciplinaires, étant trop, à cause de leur fovea, trop sur le détail. Mais être trop sur le détail a un avantage, c'est qu'on peut étudier beaucoup de choses et à ce moment-là accumuler du savoir dans notre petite cervelle aussi. Donc c'est l'avantage de notre petite voyez, le physique est lié à la mémoire, tout est formidable dans ce monde. Donc voilà l'intelligence des singes et voilà la différence avec l'intelligence de l'homme qui est différente, et la perception du monde est différente et notre intelligence est donc différente. Alors une autre intelligence dont je voulais vous parler, c'est celle des orang-outans. On n'en parle pas beaucoup. Ces singes qui vivent en Asie du Sud-Est, dans des îles, qui vivent dans des îles relativement dangereuses, alors bien que maintenant elles sont moins dangereuses dans les forêts, ils étaient des animaux de forêt, donc des primates de forêt, des grands costauds, assez costauds, moins gros qu'un gorille, un peu plus gros qu'un chimpanzé ou le même poids, ça dépend, c'est vrai, les mâles sont plus gros en général, il y a un dimorphisme sexuel. Donc ces chimpanzés vivent dans les arbres essentiellement et ne vivent pas au sol. Et ces chimpanzés ont une particularité, c'est qu'ils sont très forts dans certains tests d'intelligence, où nous, humains, nous échouons. Alors c'est des tests qui avaient été faits en Belgique, je crois que c'est en Belgique où l'on parle pas le français, donc c'est l'autre, en Wallonie, en Flandre, je ne me souviens plus, vous me corrigerez. Donc c'était un test qui avait été fait là-bas. Alors il y avait un test qui avait été fait avec un orang-outan. Alors le test était simple, vous avez un petit tube comme ça avec dedans une cacahuète. Alors moi je l'ai remplacé par une vitamine C acérola et D3 et vitamine D3, voilà. Alors c'est ce tube, on ne peut pas rentrer la main dedans, et il y a une cacahuète dedans. Et il est bloqué sur la table. La table, on ne peut pas la bouger. Alors sur la table, il y a une bouteille d'eau à côté, on la pose, voilà. Et puis on demande à des jeunes gens, de tout niveau, des enfants, des plus âgés, des adultes, d'essayer de récupérer la cacahuète qui est à l'intérieur. Les gens, ils mettent la main dedans, ils n'y arrivent pas, ils essayent, et la cacahuète reste bloquée. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un test qui est fait pour montrer l'intelligence des singes, les capacités super des singes dans certains domaines par rapport aux hommes, l'homme qui n'a pas percuté sur certains domaines. Pourquoi? Parce que ce test avait été effectué chez des chimpanzés en laboratoire, non pas chez des chimpanzés, chez des orang-outans en laboratoire, même tube bloqué. Alors là, c'était pas une bouteille d'eau qui était posée à côté, c'était un robinet d'eau ou un récipient d'eau dans lequel il buvait. Et ben l'orang-outan, pour récupérer la cacahuète, a tout de suite percuté à eau, cacahuète. Il est allé boire, donc il a pris sa bouteille, c'était pas une bouteille, c'est lui, il buvait dans son petit réservoir, son écuelle. Il est allé boire
il allait boire et hop, il vidait de l'eau dans le récipient et l'eau remontant, la cacahuète remontait, il a pu aller chercher sa cacahuète et il l'a mangée. Hein, alors que les hommes avaient une bouteille d'eau à côté et n'ont pas percuté, ils n'ont pas percuté sur la possibilité de récupérer la cacahuète avec de l'eau. Alors on dit, oh putain, ils sont super intelligents. Mais oui, ils sont super intelligents dans certains domaines parce qu'ils sont habitués à vivre dans un certain milieu où la compréhension, comme je dis tout le temps, de la physique des liquides est fondamentale pour la survie de l'orang-outan. Pourquoi l'orang-outan a une compréhension de la physique des liquides, presque bien plus forte qu'un homme, il comprend la physique des liquides. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'orang-outan vit dans un milieu forestier. C'est ça, c'est moi qui le dis, pas les chercheurs, mais je vais vous l'expliquer. Très dangereux au sol où il y a des panthères et des tigres, donc des prédateurs très dangereux pour des singes, des primates de cette taille-là, qui ne pourraient pas résister à l'attaque d'un tigre. Alors, il y en a beaucoup moins maintenant parce que les hommes les ont chassés, parce que c'est chiant de se faire tuer par un tigre quand on est cultivateur ou même quand on est en forêt. Donc on élimine tous les tigres du coin, comme ça on peut se balader, chasser les animaux tranquillos sans avoir de concurrence et en plus sans risquer de se faire tuer. Donc on a éliminé les tigres, les panthères aussi, on les met dans les eaux, on fait des pots, on les vend, on vend des griffes, on vend des dents, c'est pas mal. Maintenant c'est protégé, mais à l'époque, il y a quelques milliers d'années, quand nos orang-outans étaient là, c'était encore rempli de tigres, rempli de panthères. Donc les orang-outans avaient trouvé la méthode pour ne pas mourir, ne pas passer dans l'estomac des tigres et pour pouvoir, pour que l'espèce perdure, donc il y a une sélection naturelle, ceux qui restaient le plus souvent dans les arbres et qui ne descendaient plus au sol survivaient, parce que dans les arbres, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de panthère. Donc, ils ont pris une morphologie très particulière pour des primates, c'est-à-dire qu'ils ont des petites jambes, toutes rachot par rapport à celles des gorilles et celles des chimpanzés. Ils ont des grands bras pour aller de branche en branche, malgré leur poids. Donc, c'est un avantage. Ils sont assez lourds, parce que là, ils doivent être gros quand même, parce qu'il y a beaucoup à manger dans ces arbres. C'est quand même un milieu relativement riche, mais ils ne sont pas au sol, ils sont en hauteur, donc en hauteur ils ne peuvent pas être nombreux sur des branches à ce poids-là, donc ce sont des animaux beaucoup moins sociaux que les gorilles par exemple et que les chimpanzés, ils vivent en couple, pas en couple, ils vivent solitaires, et les femelles ont un bébé qu'elles élèvent pendant de nombreuses années, entre 5 et 7 ans, pour leur apprendre la vie, donc c'est très très particulier la vie des orang-outans, mais ils ne redescendent très rarement au sol, vu qu'ils ne sont pas super adaptés au déplacement au sol, avec leurs petites jambes très courtes et leurs grands bras qui se déplacent correctement, mais ils ne peuvent pas courir vite, ils sont bien plus à l'aise dans les arbres. C'est des animaux qui ne descendent pas au sol et qui boivent rarement au sol aussi, qui ne vont pas s'amuser à aller près des points d'eau des rivières où traînent des prédateurs à se faire bouffer, donc ils restent dans les arbres. Et dans les arbres, ils ont appris à trouver leur source de liquide dans les arbres. Donc, de trouver une source de liquide qui est proportionnellement moins importante que le liquide pouvant être récolté dans une rivière ou bien dans une mare. Alors, il récupère, comment récupère-t-il ? Il récupère en comprenant la physique des liquides, par exemple en prenant des mousses, et en les pressant, en buvant ces mousses. Donc ils ont une compréhension de la rétention du liquide dans des organismes spongieux, ou dans des plantes épiphytes, sûrement des plantes épiphytes, des plantes qui vivent sur les arbres, donc qui doivent accumuler à l'intérieur d'elles quand il pleut, parce que ça coule le long des arbres, l'eau, donc elles accumulent à l'intérieur d'elles de l'eau pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir prendre cette eau, et eux vont aller sûrement chercher dans ces plantes l'eau en allant ou l'aspirer, donc ils ont une capacité d'aspiration, ils ont une compréhension de la possibilité de l'eau qui monte ou qui descend dans des récipients, donc ils connaissent, ils comprennent instinctivement le fonctionnement du récipient. Un récipient, bien sûr, c'est un récipient végétal naturel, mais c'est un récipient et c'est dans des récipients qu'ils boivent, donc ils ont une compréhension de la physique des liquides qui leur a valu leur survie dans les arbres en leur évitant de descendre au sol pour éviter de se faire bouffer justement par des panthères ou des tigres. Donc vous voyez qu'ils ont une très, très grande perception et compréhension de certains domaines, surtout les orang-outans, donc de la physique des liquides. Donc vous avez des primates qui ont une certaine intelligence, on dit tout le temps l'intelligence
est multiple, cette intelligence des chimpanzés, des orang-outans. On peut la revoir aussi dans certaines vidéos que vous trouverez sur le net où on voit un orang-outan dans un zoo, un jeune, qui est en train de prendre une serviette, donc c'est instinctif, il n'y a pas forcément d'apprentissage de la maman, hein, il y a une compréhension génétique, donc c'est l'influence de la génétique, des fois de l'éducation, mais souvent de la génétique. On voit une serviette qui est déposée dans le zoo, et pour se s'humecter le visage, il trempe sa serviette dans de l'eau, il la tord, hein, donc on voit qu'il a une perception du principe de rétention d'eau de certaines substances, de certaines matières, donc ça veut dire une perception quand même de la physique des objets, hein, et il tord, hein, il essore cette serviette pour se la passer sur le visage, ce qui impressionne énormément les gens, mais ce qui a une cause c'est qu'il était principalement arboricole et qu'il devait chercher son eau dans des plantes épiphytes, dans des trous, dans des vases, donc une perception, hein, très forte et une perception très forte de la physique des liquides, hein, et aussi comment dire, des systèmes de rétention d'eau, hein, voilà, donc c'est dans les objets, dans les vases, dans les orifices, hein, même dans les trous, même s'ils sont végétaux, voilà. Donc voilà une espèce de supériorité qu'a l'orang-outan sur l'homme, hein, mais c'est instinctif et ça a été une sélection sur des milliers d'années, hein, qui leur ont permis de survivre dans les arbres sans redescendre au sol. Voilà deux exemples d'intelligence supérieure chez certaines espèces, intelligence supérieure, mais bien dans des domaines très précis, hein, qui ne lui donnent pas l'intelligence humaine. Comme je dis tout le temps, l'intelligence humaine est propre à l'homme, c'est l'intelligence, la possibilité de s'exprimer avec des notions de temps, hein. Dans le langage, on est le seul animal, hein, la seule espèce de primate et aussi le seul animal à pouvoir s'exprimer avec des notions de temps dans le langage. Ils ont essayé, par exemple, chez un gorille, Coco, vous avez dû entendre parler, Coco, ils ont essayé de le faire parler. Alors, il n'a pas d'organe phonateur comme nous, hein, donc un larynx, hein, un système pour pouvoir articuler des sons qui permet, en créant des phonèmes différentes, de les accumuler les unes auprès des autres grâce à des sons, hein, sur lesquels on va mettre des concepts, hein, donc pouvoir véhiculer des idées, pouvoir véhiculer du sens, hein. Donc eux, ils ne peuvent pas vraiment parler le langage, ils n'ont pas encore les mots, ils n'ont pas de notion de temps, mais en leur faisant apprendre la langue des signes, hein, avec les gestes, hein, c'est déjà un progrès, on a pu les faire parler. Donc ils peuvent dire papa, maman, j'aime, fatigué, en colère, manger, toi gentil, moi méchant, moi malheureux, mais ils ne sont pas capables de dire, malheureusement, ils restent scotchés dans l'instant présent, hein. Ces primates, c'est ça qui les différencie, qui différencie l'homme du reste de la création, c'est que particulièrement des autres primates, hein, parce que nous sommes des primates, donc la différence entre l'homme et les autres primates, c'est que nous sommes des singes, nous sommes aussi des hommes, et les singes ne sont pas des hommes, car ils n'ont pas le langage, ils n'ont pas le verbe, ils n'ont pas de notion de temps, ils restent dans le présent, tout simplement, car ils ne peuvent pas acquérir ces notions de temps, leur cerveau n'est pas fait pour ça, on ne peut acquérir ces notions de temps qu'en étant dans la savane, en ayant monté aux arbres libérés nos mains de la locomotion, hein, ces outils merveilleux qui sont des outils pour faire d'autres outils, hein, pour manier des choses avec précision, mais surtout pour indiquer des directions, hein. Je vais, je viens, je mets un mot sur mes gestes, hein, donc quand les mains sont libérées, hein, ha ha, je vais, ho ho, je viens, j'enlève les gestes et j'ai ha ha, le futur, ho ho, le passé, le futur c'est je vais, le passé c'est je viens, hein, et on se retrouve avec un être, avec des notions de temps dans le langage, capable de parler de l'avenir, de parler du passé, d'organiser son avenir avec ses congénères, hein, mais aussi, hein, de se parler à lui-même dans sa tête en se disant « ah ah, c'est-à-dire je serai en colère » ou de remémorer son passé en disant « oh oh, j'étais triste, hein. »
il va se parler dans sa tête, comme j'ai dit, bon, c'est le début, on parle dans sa tête et on finit par parler à Dieu. Hein. C'est-à-dire c'est la possibilité pour un primate de s'extérioriser par le Verbe de lui-même, hein, en se projetant par le Verbe spirituellement, hein, dans le futur ou dans le passé. Nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire omniprésent, c'est ça? Donc, la possibilité d'être partout dans le passé et dans le futur, mais bien sûr par l'esprit, pas physiquement. Hein, mais c'est déjà ça, nous sommes capables d'envisager le futur, hein, et de se souvenir du passé, chose fondamentale pour générer une mémoire. Hein. L'intelligence humaine, hein, est une intelligence basée sur une mémoire fabuleuse qu'il est possible enfin d'avoir, car on a ces notions de temps et aussi la possibilité de compresser des données en mots, hein, ce qui permet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, d'éviter de surcharger le cerveau, hein, en mémoire trop lourde. Donc au lieu de penser, comme je le dis tout le temps, maman, avec l'odeur de maman, la couleur de maman, le toucher de maman, hein, la vision de maman, l'odeur, avec tous ces sens, hein, ben on va penser maman en mots, maman, maman, hein, et on aura mis tout le reste au placard, hein, et ça sera juste maman qui entrera dans le langage, et on pourra à ce moment-là parler, communiquer, et même se parler dans sa tête très très rapidement, hein, grâce aux données compressées en son, ce qui permet justement quand un prédateur arrive, ben, au lieu d'avoir le réflexe conditionné comme je l'ai déjà expliqué, donc on passe à droite, le lion part à gauche, hein, on court à droite, le lion, on croit que vous allez à gauche, hein, donc la prochaine fois que vous rencontrez un lion, vous allez faire ce geste qui vous a sauvé, parce que si vous seriez parti de l'autre côté, vous étiez mort. Donc les actions salvatrices, donc celles qui vous ont permis de survivre, donc celles où vous avez sécrété plein d'adrénaline, qui vous a permis de marquer avec des structures, avec des molécules chimiques, les connexions synaptiques qui vous ont permis de survivre, donc ces connexions, donc l'adrénaline permet de l'adrénaline et d'autres substances hormonales dues à la peur, au stress, vont vous rendre plus actif, 2 vous permettre de tracer les zones synaptiques qui ont permis de survivre, et quand vous allez dormir, hein, vous allez refaire ces zones synaptiques, donc les traceurs synaptiques, les traceurs sur les synapses, les traceurs moléculaires sur les synapses, les petites molécules, hein, vont être réutilisés pour repermettre d'autres connexions. Donc c'est un peu comme le petit pousset, hein, qui tracerait son chemin, et quand vous allez dormir, votre corps débarrassé de toutes les fonctions locomotrices, hein, et qui n'est plus en contact avec le monde extérieur, donc le cerveau au repos, va utiliser toute son énergie pour consolider ces connexions synaptiques qui vous ont permis de survivre et de ce cas-là ancrer votre mémoire, et mémoire qui devient très 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 utile à ce moment-là, hein, chez l'homme, grâce à la possibilité de penser très vite, donc de penser plusieurs solutions, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas le verbe, vous ne pouvez pas penser plusieurs solutions. Donc l'homme, hein, grâce au verbe et grâce aux mots, hein, compression de données en mots, pense beaucoup plus rapidement et pense à l'avenir et au passé. L'avenir, le passé pour consolider les connexions synaptiques qu'il a déjà dans le cerveau, donc les connexions entre neurones, hein, donc les correspondant à des actions qu'il a faites, hein, et aussi penser à l'avenir, donc entreprendre des choses grâce à cette énorme mémoire qui est un stock de solutions, si vous voulez. Donc voilà, et qui est utilisable rapidement en cas de stress grâce au langage. Donc, grâce au langage compressé en mots. Le cerveau, c'est là, le langage, les mots, c'est la mémoire vive du cerveau. Les animaux ne parlant pas ne peuvent pas développer un gros cerveau, bien sûr, ça ne servirait à rien, hein, le temps de penser aux solutions. Vous êtes attaqué par un lion, par exemple, le penser avec tous vos sens, ben vous allez vous faire bouffer, ça fonctionnerait beaucoup trop rapidement. Alors que compressé en mots, vous pouvez envisager plusieurs solutions très rapidement, permettant d'envisager plusieurs avenirs possibles, alors que le lion n'a qu'une option d'attaque en général, hein, 1-2, alors que l'homme doit en général 1, alors que l'homme a 6 possibilités, entre 2 et 6 ou 7 possibilités de fuite qu'il va, comme ça, dans son cerveau, étudier très rapidement. Alors, bien sûr, c'est le libre arbitre, la naissance du libre arbitre, mais c'est pour ça qu'on a une intelligence très particulière, une intelligence d'anticipation, hein, grâce au souvenir et d'anticipation, donc grâce à
possibilité par le verbe de nous projeter dans l'avenir. Donc l'homme, c'est l'intelligence de l'anticipation, la capacité d'anticiper l'avenir, la capacité de se projeter spirituellement dans le futur et de se projeter spirituellement dans le passé et de stocker une quantité énorme de données, mais des données compressées qui lui permettront de penser très rapidement. Alors voilà l'intelligence de l'homme, une intelligence très particulière, comme je le dis, mais qui le met à l'image de Dieu, la capacité de dire « je suis, j'étais et je serai » comme, et surtout la capacité d'abord de dire « je suis », donc de s'extérioriser de soi-même par le verbe, je suis, j'étais, je serai, les mots, de s'extérioriser par le verbe, c'est l'homme, c'est le verbe, de se mettre au-dessus de soi et ensuite de se projeter dans le passé, dans le futur, tout ça. Donc voilà l'homme, ça c'est l'intelligence propre à l'homme. Donc ça nous donne la possibilité de stocker très rapidement, grâce au verbe et aux mots, de stocker beaucoup de données utilisables rapidement et non lentement. Donc des données utiles. Une grosse mémoire lente ne sert à rien. Alors un autre petit truc que je voulais dire sur l'intelligence humaine, on parle de l'intelligence humaine, on parle du langage humain dans mes vidéos et aussi dans les recherches que font les scientifiques. C'est toujours très intéressant à voir. On se demande quand est-ce que l'homme est devenu l'homme. Tout simplement quand l'homme a pu dire « je suis » à l'image de Dieu, ce qui veut dire qu'il disait « je suis, j'étais et je serai ». Quand l'homme a eu des notions de temps dans son langage et la compression de données en mots. Et à ce moment-là, il est devenu l'homme. Et qu'on peut voir une augmentation phénoménale de la taille du cerveau à partir du moment où l'homme a le langage. Sans le langage, un gros cerveau ne sert absolument à rien. Une grosse mémoire, des gros lobes frontaux, où on accumule de la mémoire pour pouvoir faire de la projection spirituelle, de l'accumulation de données permettant de se projeter dans l'avenir, donc des lobes frontaux, des lobes pariétaux, toutes ces parties, pas la partie arrière, proche du cerveau reptilien, la partie, partie sensorielle du cerveau, sont proches des commandes, si vous voulez, c'est normal. Sensation, commande, réaction. Mémorisation, on va le mettre un peu plus loin, vers l'avant, c'est une forme de colimaçon que prend le cerveau, qui est une accumulation de stock de mémoire à ce niveau-là, et peut-être une réduction derrière de sens qui n'ont plus d'utilité, comme la vision qui n'a plus besoin d'être extrêmement développée. Il nous suffit d'avoir juste les fovéas centrales qui balayent l'horizon et qui analysent cet horizon et qui analysent les pièces. L'homme balaye énormément du regard parce que c'est un animal scrutateur qui avait son énergie, qui allait chercher sa calorie au loin quand il était en savane. Donc, vous voyez, donc on perd du lobe visuel, mais on le compense par du lobe frontal qui permet une meilleure analyse, une meilleure perception du monde dans lequel on a, une perception peut-être visuelle plus lente, totale visuelle plus lente que le singe, mais une capacité d'anticipation qui nous met bien au-dessus des autres primates dans la survie, et c'est pour ça que notre gros cerveau et notre grosse mémoire sont devenus notre arme principale pour affronter le monde, et que maintenant ce ne sont pas des chimpanzés ou des gorilles ou des orang-outans qui ont envahi la planète et qui sont partout, qui sont même allés sur la Lune, ce sont des humains. On l'a fait par le verbe, la possibilité de dire je suis, j'étais et je serai, et de développer une grosse mémoire grâce à ce verbe et grâce à ces mots compressés en son. Donc voilà sur l'intelligence humaine avec l'intelligence des autres primates. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Après, on pourrait parler des différences d'intelligence entre les hommes qui habitent dans des zones où il y a l'hiver, d'autres dans des zones où il n'y a pas d'hiver. Il y a des variations d'intelligence, l'intelligence est multiple, une meilleure perception du présent, de l'instant, par exemple par les gens qui habitent sous les tropiques, qui n'ont pas affronté l'hiver, et peut-être une meilleure perception du futur avec une possibilité de se projeter très loin dans le futur, souvent lié à l'angoisse chez les Européens et les peuples du Nord qui devaient affronter la mort de la nature. Donc peut-être une meilleure perception de l'instant, mais bien sûr une projection, une meilleure chez les individus vivant sous les tropiques, et une moins bonne perception de l'instant, plus lente, compensée par une meilleure perception du futur, mais aussi une angoisse du futur chez les
Européens, par exemple. Alors j'ai fait des vidéos dessus beaucoup plus approfondies, c'est pas le thème de cette vidéo. Je voulais simplement vous montrer que l'intelligence est multiple et qu'elle s'adapte toujours au milieu dans lequel nous sommes. Donc il n'y a pas une intelligence, il y en a plusieurs. Et l'intelligence, toujours, a les fonctions qui sont utiles à la survie de l'espèce dans le milieu où elle est. Pas besoin pour les hommes d'avoir instinctivement une perception des fluides, comme des liquides, comme les orang-outans. Pas la peine d'avoir une perception extrêmement rapide de tout ce qui se trouve autour de vous pour les humains, comme les chimpanzés. Mais par contre, une grosse cervelle, avec une capacité de stockage énorme et une possibilité d'envisager plusieurs avenirs, de se souvenir du passé pour refaire nos connexions synaptiques entre les neurones et consolider nos peaux synaptiques et avoir une grosse mémoire, une mémoire énorme. L'homme a une mémoire fabuleuse, un peu comme les éléphants. Alors, les éléphants qui sont beaucoup moins technologiques que les hommes, car ils n'ont pas de main, mais leur grande trompe leur permet de se déplacer et d'avoir une perception du temps et des notions de temps dans le langage. Les chercheurs ne vous l'ont pas dit, mais moi je vous le dis, c'est grâce à la trompe, c'est beaucoup plus primaire que les hommes. Ils n'ont pas affronté de grands dangers dans la jungle, ils n'ont pas de prédateurs, mais le plus grand danger qu'ils ont, c'est de ne pas trouver de nourriture vu leur taille et leur consommation calorique. Donc ils doivent se déplacer sur de vastes territoires, épuisant une zone calorique d'un côté, allant à une autre et repassant dans la zone qu'ils ont épuisée bien longtemps après, le temps que tout est repoussé. C'est une espèce d'optimisation des ressources sur une grande surface. Ça, c'est les éléphants. Mais les éléphants doivent mémoriser de grands espaces et avoir une perception du temps et de l'espace. C'est ainsi qu'ils ont acquis une certaine mémoire. On dit la mémoire d'éléphant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même s'ils n'ont pas un langage aussi développé que nous, car ils n'ont pas été technologiques, ils ont une perception du temps avec sûrement des notions de temps dans le langage, car la trompe pouvait indiquer le futur et le passé, alors que les autres animaux ne voient pas leurs membres, donc ne peuvent pas commencer à communiquer en indiquant le futur et le passé. Il faut qu'il y ait un outil visuel avant, visualisable, pour pouvoir intégrer des notions de temps, d'abord gestuellement, ensuite en mettant des sons sur des gestes, et ensuite en enlevant les gestes. Et ainsi, il y aura dans le langage des notions de temps. S'il n'y a pas ça, jamais un animal ne pourra intégrer spontanément des notions de temps. C'est ainsi que les dinosaures avaient des pattes même bipèdes avaient des pattes sous le buste, donc ils ne voyaient pas leurs membres, comme les kangourous qui ne voient pas leurs membres. Voilà, quand on les utilise à se déplacer à quatre pattes, quand on est quadrupède par exemple, on ne les voit pas non plus. Donc il faut être bipède, mais un bipède très particulier pour pouvoir commencer à voir le verbe dans le langage et notion de temps. Voilà, donc un bipède grimpant aux arbres et pas un bipède terrestre n'étant jamais monté aux arbres. Voilà, c'était Fred Delavier. On arrive à 37 minutes 42. J'aime bien faire des vidéos comme ça. J'espère que vous allez comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et comment fonctionne le monde et avoir beaucoup plus de recul sur l'intelligence et les intelligences et beaucoup plus d'amour pour le monde, pour les autres et pour vous-même. Allez, 38 minutes, à bientôt, c'était Fred Delavier.